Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être ici à Québec aujourd'hui pour vous entretenir de mes recherches. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier votre professeur Renkle, que j'ai enfin la chance de rencontrer aujourd'hui, ainsi que remercier l'Université Laval et le CEFAN pour leur invitation à participer à ce séminaire. En prenant connaissance de la liste des intervenants que vous avez tout au long de la session, j'étais pratiquement jalouse parce que vous avez en fait un éventail très riche de présentations qui vont vous parler de différentes facettes des pratiques langagières, mais aussi des représentations sociales. Donc, je vais commencer. J'ai réfléchi sur le thème de votre séminaire, attribuer un sens, la diversité des pratiques langagières et les représentations sociales. Et j'ai essayé de cadrer ma présentation d'aujourd'hui dans ce grand thème. Donc, avec vous, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est explorer les pratiques et les représentations de jeunes Montréalais se rattachant à diverses allégeances culturelles et vivant dans un espace francophone de la métropole qui est culturellement hétérogène. Alors, j'ai établi un plan de la présentation. Ça vous donnera une idée de ce que je vais présenter. Donc, je vais dire quelques mots d'abord sur les recherches sur le français québécois et aussi sur les corpus sociolinguistiques, en particulier ceux qui ont été recueillis à Montréal. Ensuite, je vais vous donner des informations démolinguistiques sur la situation à Montréal. Et enfin, je vais aller au cœur du sujet. Je vais traiter des usages et des représentations en me concentrant sur, si vous voulez, un segment de la population, c'est-à-dire les jeunes Montréalais qui se rattachent à l'immigration. J'aimerais parler avec vous à la fois de l'usage, donc des pratiques langagières, donc comment ces jeunes utilisent les variantes locales qui sont associées au français québécois, mais aussi aborder avec vous la diversité à l'échelle d'un quartier à travers des portraits sociolinguistiques. Donc, on va regarder des portraits de locuteurs et on va s'interroger ensemble sur ce qui les caractérise. Et en conclusion, j'ai prévu discuter de la dynamique sociolinguistique et de l'apport de la diversité culturelle à la recherche sociolinguistique en général. Alors, les recherches sur le français montréalais. Tout d'abord, je pense qu'il faut dire quelques mots sur les recherches sur le français parlé au Québec en général. Et on sait que la recherche linguistique sur le français parlé au Québec s'appuie sur une longue tradition d'études. Alors, j'essayais de mettre quelques noms importants, par exemple Poirier pour le lexique du français québécois, donc un professeur qui a été ici à l'Université Laval, Marie-Hélène Côté qui a travaillé sur la phonologie du français québécois, Claire Lefebvre qui a travaillé sur la syntaxe, Marie-Thérèse Vinet qui a travaillé sur la sémantique du français québécois, et Diane Vincent, qui a aussi fait sa carrière ici à l'Université Laval, qui a travaillé sur l'impact des facteurs pragmatiques sur le français québécois. Alors, comme vous voyez, à l'Université Laval, vous avez une riche tradition d'études sur le français parlé au Québec. Quant à la sociolinguistique, dans tout ça, on peut dire que c'est une sous-discipline ou un domaine de la linguistique. On peut dire que la sociolinguistique a contribué à bien documenter le français local. En particulier, je dirais, le parler qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire le parler qu'on utilise en situation informelle, quand on est moins en situation tendue. Mais cette quête du vernaculaire, cette quête de l'authenticité du vernaculaire, à mon avis, elle a amené les chercheurs à privilégier des données qui sont relativement homogènes sur le plan culturel. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le temps de tourner la page et d'ouvrir la recherche sociolinguistique à d'autres segments de la population. Je vais vous parler des corpus de français montréalais. Alors, pour ceux qui ont fait des cours de sociolinguistique, vous avez probablement entendu parler des grands corpus de français montréalais qui ont été recueillis dans les années 1970, 1980
et 1990. Et aujourd'hui, on dispose de nouveaux corpus recueillis plus récemment. Et je vais essayer de montrer comment on peut comment on peut tirer les acquis de la recherche qui a été faite antérieurement et appliquer les connaissances qu'on a aujourd'hui à de nouvelles données. Alors, les corpus sociolinguistiques de français montréalais ont été recueillis vers la fin du 20e siècle. Alors, il y a eu un premier corpus qui a été recueilli auprès de 120 locuteurs montréalais par l'équipe Sankoff-Cedergren en 1971. Cette recherche-là a été très riche. Elle a donné lieu à beaucoup d'études. Et dans les années 1980, Pierrette Thibault et Diane Vincent, toutes deux anciennes étudiantes de l'équipe de Sankoff, sont retournées dans la communauté linguistique, sont retournées auprès des mêmes locuteurs, auprès des 120 locuteurs originaux pour les réinterviewer. Bien sûr, elles n'ont pas réussi à retracer tout le monde, mais elles ont retracé la moitié des locuteurs initiaux. Et elles ont ajouté aussi une douzaine de jeunes pour refléter l'éventail d'âge de la communauté. Et dans les années 95, on a eu le travail de Diane Vincent, Marty Laforêt et Guylaine Martel, qui, elles, ont décidé de se concentrer sur un sous-groupe plus restreint de locuteurs, 14 locuteurs, et de s'intéresser en particulier à leur pratique langagière et à leur pratique discursive. Donc, toutes ces données ont donné lieu à des recherches très riches. L'utilité de ces corpus, si on veut montrer les grands avantages, d'abord, ces corpus nous ont aidés à décrire la grammaire du français parlé dans la communauté. Les corpus nous ont aidés aussi à décrire la variation linguistique selon des facteurs sociaux, par exemple en fonction de l'âge, en fonction des caractéristiques socio-économiques, de la scolarité et du genre, par exemple. Et elles nous ont permis, ces données, de documenter l'évolution de la langue au fil du temps. Alors, j'ai choisi un exemple. J'ai pensé au déclin du R apical. Je me suis dit, on est à Québec. Alors, à Québec, on n'a pas ce R apical qu'on dit le R roulé, qui était un trait traditionnellement associé à Montréal, d'accord? Et Clermont et Cedergren, en utilisant le premier corpus de données, avaient réussi à montrer que les jeunes locuteurs dans les années 70 délaissaient le R apical et que les personnes plus âgées dans les années 70 avaient encore conservé. Donc, elles ont émis l'hypothèse d'un changement en cours dans la communauté. Dans les années 2000, j'ai collaboré avec Gillian Sankoff et on a fait l'étude longitudinale du R. Donc, on est retourné voir dans les corpus de 1984 et 1995 et on a vu que Clermont et Cedergren ne s'étaient pas trompés et que le R apical était vraiment en déclin dans la communauté francophone de Montréal. Donc, beaucoup d'acquis. En même temps, on peut penser que ces anciens corpus-là ne sont pas parfaits parce qu'ils reflètent le parler vernaculaire des Montréalais d'une époque ancienne, mais ne tiennent pas compte de la réorganisation sociale de la ville, entre autres de l'apport linguistique des nouveaux arrivants. Alors, de nouvelles questions se posent. On peut se demander quels sont les effets de ces changements sociaux sur la dynamique des langues au Québec et plus particulièrement à Montréal et également sur l'usage du français. Si on réfléchit à la situation montréalaise, on voit que Montréal a été confronté à différents types de pressions sociales au cours des 30 dernières années. J'en nommerai que deux. Tout d'abord, une plus grande mixité sociale qui est liée à un phénomène de gentrification dans certains quartiers, d'embourgeoisement de certains quartiers. Par exemple, aujourd'hui à Montréal, si on veut s'acheter un appartement, c'est beaucoup plus cher que dans les années 70. Et certains quartiers qui étaient traditionnellement des quartiers ouvriers sont en train de se gentrifier. Donc, il y a des changements importants au niveau de la mixité sociale. Et l'autre point sur lequel je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui, c'est aussi le fait qu'on a une plus grande mixité culturelle qui est liée à l'immigration.
d'une part, c'est lié aux retombées de la loi 101. On sait que depuis la promulgation de la loi 101, les nouveaux arrivants fréquentent maintenant le réseau scolaire francophone, ce qui n'était pas le cas avant la loi 101. D'accord? Donc, il y a eu un changement dans les écoles, en particulier à Montréal. Et l'autre effet, c'est l'effet du contexte de mondialisation ambiant, qui fait que les mouvements de population sont de plus en plus fluides, non seulement à Montréal, mais à l'échelle globale dans les grandes métropoles. Si on regarde des chiffres, par exemple, ici j'ai mis un tableau sur la langue parlée le plus souvent à la maison. Alors on voit par exemple les chiffres que vous connaissez peut-être sur le Québec, donc c'est à partir du recensement de 2011. On voit qu'au Québec, dans la province de Québec, 81% des gens déclarent le français comme langue parlée le plus souvent à la maison. 10% déclarent l'anglais et 8% à l'échelle du Québec déclarent une autre langue que l'anglais ou le français. Si on examine maintenant Montréal, qu'on examine la région ou encore l'agglomération, on voit que les chiffres sont différents. On voit que dans la région de Montréal, 69% des gens déclarent le français comme langue parlée le plus souvent à la maison et dans l'agglomération de Montréal, encore moins. 54,3%. Et si on regarde les autres langues parlées à la maison, on voit dans la région de Montréal, 13% de gens déclarent parler d'autres langues que le français et l'anglais, et dans l'agglomération, au-delà de 20%. D'accord? Ici, vous avez une carte de la concentration des immigrants à Montréal. C'est une carte qui date de 2006, mais j'imagine que les zones sont peut-être encore plus accentuées aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à trouver la carte de 2011. Quelques mots sur les études antérieures qui portent sur d'autres grandes métropoles. Alors, il y a des travaux sociolinguistiques récents qui portent sur les grandes métropoles, que ce soit Toronto, Paris ou Londres, d'accord? On a un intérêt en sociolinguistique pour documenter les phénomènes urbains. Les études s'intéressent à documenter les pratiques langagières des locuteurs se rattachant à diverses allégeances culturelles. Et bon, certains auteurs ont montré, par exemple, l'émergence de nouveaux vernaculaires urbains. Par exemple, Susanna Fadjal, en 2010, qui a travaillé sur Paris, a réussi à démontrer l'émergence de nouveaux parlers vernaculaires urbains. On voit aussi, selon certains auteurs, par exemple Maria Sekova, la documentation de formes émergentes, donc de nouvelles formes qui se diffuseraient dans la communauté linguistique. Et finalement, il y a des auteurs qui s'intéressent au rapport entre l'ethnicité et la variation sociolinguistique, d'accord? Un aspect qui était parfois mis de côté dans les études antérieures. Alors, la situation montréalaise, bon, on peut s'interroger sur ce qui se passe à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux études que j'ai faites en collaboration. D'abord, une étude sur les perceptions et les usages, qui relate ce qui se passe au niveau de traits du français québécois en fonction des générations de l'immigration. Et deuxièmement, une deuxième étude qui est plus récente et encore préliminaire, je vais vous présenter des portraits sociolinguistiques de jeunes adultes de la seconde génération de l'immigration. Et on va examiner ce qu'ils présentent comme leur répertoire linguistique déclaré. Et on va regarder ce qu'ils disent aussi sur leurs propres pratiques langagières, entre autres sur le rapport entre la langue française et les autres langues sur le territoire urbain, et aussi ce qu'ils disent en ce qui a trait à la variation linguistique à l'échelle locale. Alors, au niveau de mes méthodes de recherche, bon, je suis anthropologue de formation, je fais de la sociolinguistique, donc pour moi, c'est très important d'avoir accès à des données authentiques qui reflètent les perceptions et les usages. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux ensembles de données. Un premier qui est lié à mon travail sur les perceptions et l'usage. Alors, ces données-là sont tirées du corpus réalisé par Michael Friesner en 2009. Et donc, un corpus réalisé à Montréal auprès d'un large groupe de francophones qui appartenaient à différents groupes culturels.
Et l'autre ensemble de données, ce sont dont je vais parler, ce sont des données sur les représentations qui sont tirées d'une enquête sociolinguistique récente dans un espace culturellement hétérogène et qui font partie d'un nouveau corpus de données qui s'appelle le corpus FRAN, F-R-A-N, pour Français en Amérique du Nord, qui a été recueilli dans le cadre d'un projet du CRSH qui s'intitule « Le français à la mesure d'un continent » et qui est sous la direction de France Martineau de l'Université d'Ottawa. Pour la perception et la production en français, ce que je vais présenter, c'est une analyse de la perception et de la production de locuteurs de la communauté et je vais m'intéresser à un groupe qui se rattache à l'immigration, des gens qui ont rejoint la communauté à l'âge adulte et aussi des gens qui sont leurs descendants. D'accord? Et on va regarder un test de perceptibilité de l'ethnicité que j'ai fait avec mon collègue Michael Friesner et aussi une analyse de la production en français de 9 locuteurs hispano-québécois. Donc, ce sera ma première illustration. Alors, une de nos questions de recherche au tout début de ce travail, c'était d'essayer de voir si l'ethnicité des immigrants et de leurs descendants était perceptible à partir de leur production linguistique en français. C'était notre première question. Ce qu'on a fait, on a repris le corpus de Michael Friesner, qui était très large, et on a sélectionné des enregistrements. On a essayé de trouver des segments de son où on avait des extraits assez neutres, d'accord? Donc, des extraits qui ne révélaient rien au niveau culturel. Donc, on a choisi des extraits sur le cinéma. C'était un thème qui était abordé dans toutes les entrevues. C'est un sujet relativement neutre, en comparaison, par exemple, avec la nourriture ou les pratiques familiales. Et on a exclu, quand on a choisi les extraits, on a fait bien attention d'exclure les phénomènes d'emprunt et d'alternance de code, les extraits qui révélaient la culture d'origine et les extraits qui pouvaient révéler des attitudes ouvertement négatives envers une ou des langues particulières. Donc, on a fait attention, on a choisi des extraits neutres, autant que possible. Et on a fait écouter ces extraits à un panel de juges qui étaient des membres locuteurs du français québécois de la communauté de l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal. Et on avait 57 juges. D'accord? Et ces gens-là ont écouté les extraits et ont essayé d'associer une origine culturelle. Donc, ils ont écouté les segments en moyenne 17 secondes à 2 reprises. Et ensuite, ils devaient évaluer l'ethnicité, essayer de deviner s'il y avait un parent qui ne provenait pas du Québec et si oui, essayer de voir, bon, selon eux, à quelle ethnicité ils se rattachaient. Ce qui a été intéressant, on s'est aperçu que les gens avaient beaucoup de succès à identifier les Québécois, si vous voulez, mais quand ils identifiaient des gens d'autres ethnicités, si vous voulez, il y avait une grande variation dans les choix. Et là, je vais vous illustrer simplement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais parler de 3 hispanophones. Alors, il y avait 3 hispanophones dans le test, Laura, Alicia et David. D'accord? Donc, Laura, elle a été jugée québécoise, largement. Alicia, elle a été jugée anglophone. Et David, il a été jugé soit maghrébin ou français. Mais si on regarde leur histoire familiale, Laura, elle est enfant d'immigrants uruguayens. Elle a toujours vécu dans des quartiers très francophones. Elle a un réseau presque uniquement francophone, de Québécois traditionnels, si vous voulez. Alicia, elle a une mère péruvienne et un père francophone. Elle a grandi avec 3 langues à la maison. Elle a fait ses études primaires en anglais, ses études secondaires en français, ses études postsecondaires dans les 2 langues et elle-même se considère comme anglophone. Et David, c'est un jeune qui a immigré de Bolivie à l'âge de 10 ans. Il vit dans un quartier très pluriethnique à Côte-des-Neiges à Montréal et il avait un réseau social composé surtout de jeunes immigrants arabophones.
Et bon, quand on écoute son français, je vais vous faire écouter des extraits tout à l'heure, on voit qu'il est plutôt basé sur une norme européenne. Donc, c'est intéressant de voir que ces trois jeunes-là qui étaient dans le test de perception avaient plutôt une histoire, si on regarde au niveau de, si vous voulez, de l'appartenance culturelle qui se rattachait à une immigration d'Amérique du Sud. Mais dans les jugements des gens de l'UQAM sur leur parler, certains on leur attribuait une ethnicité québécoise, d'autres une ethnicité anglo-québécoise. Et pour David, on pensait qu'il était soit français ou maghrébin. Donc, c'est intéressant simplement de voir que les perceptions ne reflètent pas toujours ce qu'on entend par ethnicité, mais peuvent peut-être refléter davantage ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux des locuteurs. Alors, si on poursuit, on va en écouter quelques-uns. Alors, j'ai choisi quelques enregistrements. On va écouter Laura. Alors, Laura, elle était jugée majoritairement québécoise. Ça se tue, là, tout, là, mais j'ai l'histoire, non, les longueurs, tout ça, les effets spéciaux, tout ce qui était visuel était beau. Mais je veux aussi voir des films un peu plus de répertoire, là, comme je sais pas si tu connais, là, Le petit père personne. OK, donc si vous écoutez ça, vous entendez probablement des traits du français québécois. Et si on regarde, on a fait une étude, je vais vous en parler tout à l'heure, on a essayé de mesurer 3 traits qui sont associés au français québécois. L'affrication du T et du D devant I et U, comme dans tu dis, qui est typiquement québécoise. Le relâchement des voyelles hautes en syllabes fermées, par exemple petit versus petite, lu versus lune, d'accord? Donc le I, le U et le OU en syllabes fermées, et la postériorisation du A dans les syllabes ouvertes à la fin d'un mot, par exemple un chat, un chat. D'accord? On a regardé ces 3 traits-là, qui sont des traits qui sont associés au français québécois. Et on a regardé aussi 2 traits de l'espagnol pour voir s'il n'y avait pas des indices de l'espagnol. La prononciation du ZE en SE et aussi la présence du R apical, le R de l'espagnol. D'accord? Et ce n'est pas étonnant quand on regarde les chiffres pour Laura de voir pourquoi elle a été associée comme québécoise. Si on regarde Alicia, c'est celle qui avait été associée à une ethnicité anglo-québécoise. On va l'écouter. Les films, ça aussi, je suis beaucoup moins... Parce que moi, j'adore la musique. Là. Si j'ai du temps libre, c'est juste pour la musique. Donc, les films, c'est comme... J'ai beaucoup d'amis qui font du cinéma, donc des fois, ils montent des films, mais... OK, donc elle a été quand même jugée par plusieurs juges comme anglophone. Pourtant, si on regarde les traits locaux, elle a des chiffres très élevés d'affrication, de relâchement et de postériorisation du A. Elle n'a aucun trait associé à l'espagnol. Mais et là, on a essayé de réfléchir un peu plus pour essayer de comprendre pourquoi on l'associait à l'anglais. On a remarqué, entre autres, qu'elle aspire certaines occlusives non voisées. Par exemple, quand elle dit du temps libre ou parce que, elle met une petite aspiration après sa consonne. Et ça peut être un des indices qui font qu'elle est peut-être associée aux anglophones. Il y a peut-être aussi d'autres aspects comme la prosodie, d'accord, qu'on n'a pas mesuré ici. Je vais passer sur Alicia en anglais. Je vais vous faire écouter David. Donc, David, c'est celui qui était classé soit maghrébin ou français. Non, mais j'aime de tout, là. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais les films hollywoodiens, pour budget, j'essaie d'éviter ça. Ok, donc plus les films de répertoire. Ouais, c'est ça, pour le cinéma. Les films hollywoodiens, je peux juste aller, je sais pas, les louer, je peux les télécharger, je sais pas. Ouais, c'est ça. Si on regarde comment il se comporte linguistiquement, on voit que lui, au contraire des 2 autres, il ne partage pas totalement les traits du français québécois, d'accord? Très peu d'affrication,
très peu de relâchement et très peu de postériorisation. Il n'a pas non plus de traits de l'espagnol, d'accord? Mais si on écoute la prosodie, on peut reconnaître des choses qui pourraient l'associer à une norme exogène, soit une norme française ou une norme maghrébine. D'accord? Donc, compte tenu de ça, on s'est dit, on va regarder peut-être davantage de locuteurs. Donc, dans le corpus de Michael Friesner, on a identifié 9 personnes qui se rattachaient toutes à une immigration hispanophone de l'Amérique du Sud. Et on les a classés en 3 groupes. Donc, les gens pour qui le français était la langue maternelle, c'est-à-dire qui sont nés au Québec, d'accord? Alicia, Jessica, Laura. Des gens qu'on a appelés les gens de la génération 1.5, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés tout jeunes. David en est un exemple, celui qu'on vient d'entendre, mais aussi Cristobal et Karina. Et ensuite, on avait 3 individus qui sont arrivés à l'âge adulte, d'accord? Luis, Miguel et Teresa. Et on a regardé leur usage linguistique en fonction des mêmes critères, d'accord? Et ce qui est intéressant, si vous regardez les traits du français québécois, donc ce qui est en bleu, vous voyez que pour ceux qui ont le français comme L1 et ceux qui viennent de la génération 1.5, en général, ils partagent les traits du français québécois et n'ont pas de traits de l'espagnol. D'accord? Alors que ceux qui sont arrivés à l'âge adulte, d'accord, qui sont des immigrants de première génération, eux, même si ça fait plusieurs années qu'ils sont à Montréal, ils ont gardé des traits de l'espagnol dans leur parler. Et, bon, dépendant des individus, certains vont réussir mieux que d'autres à adopter certains traits du québécois. Par exemple, c'est le cas de Miguel. D'accord? Donc, ce que ça montre ici, c'est que les locuteurs L2, ceux qui ont le français comme langue seconde, qui sont arrivés à l'âge adulte, ils se comportent différemment des Québécois. D'accord? Ils apprennent le français, ils l'emploient, mais leur usage va refléter l'influence de l'espagnol. On peut écouter Luis, par exemple. Oups, pardon. C'est surtout des films liés à la réalité, donc je ne sais pas, la constance du jardinier, Jean Roussin, ou des films qui présentent des bouts de l'histoire, je ne sais pas. OK, donc si on revient sur notre tableau de l'usage linguistique, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui sont arrivés au Québec enfants, d'accord, ou ceux qui sont nés au Québec, vont apprendre le français en contexte et vont partager tous les traits du québécois et aussi les traits qui sont typiques de leurs réseaux sociaux. Alors, si on pense à David, le jeune qui parlait un peu à la française ou comme les Maghrébins, si on regarde son réseau social, on voit que dans son groupe d'amis, il a beaucoup d'amis, des jeunes Maghrébins, dans Côte-des-Neiges, etc. Et c'est vraiment ça qui va modeler son usage davantage que son origine ethnique. D'accord? C'est vraiment son réseau social. Et par contre, pour les gens qui sont arrivés plus tard, on a l'effet de l'âge critique de l'acquisition qui fait qu'on garde l'influence de sa langue maternelle. Moi, j'ai émigré aux États-Unis, j'ai encore mon accent québécois. D'accord? Ma fille ne l'a plus. D'accord? Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour la première illustration. La deuxième illustration, c'est à partir de notre enquête de terrain qui a privilégié une approche contrastive de 2 espaces sociolinguistiques francophones. Donc, on a dans le grand corpus franc du projet « Le français à la mesure d'un continent », pour Montréal, on a choisi 2 quartiers qui se situent dans la zone francophone, donc à l'est. Ici, j'ai mis la carte. Donc, le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est un quartier bien connu à Montréal, qui a une profondeur historique et qui était traditionnellement un quartier ouvrier. Et on a choisi aussi des zones plus au nord, mais quand même à l'est, qui représentent une zone francophone où on a davantage de mixité culturelle.
Alors, on va travailler aujourd'hui ensemble sur le corpus Saint-Michel-Montréal-Nord, celui où on a une plus grande mixité culturelle. C'est un quartier francophone, mais qui a été marqué par plusieurs vagues d'immigration. Une vague d'immigration italienne dans les années 50 et plus récemment une vague d'immigration haïtienne et maghrébine. Et dans ce quartier-là, on a choisi de construire un échantillon culturellement stratifié en incluant des locuteurs de toute origine. D'accord? Alors, les critères de recrutement pour construire notre corpus, il fallait que les gens soient résidents du quartier depuis au moins 5 ans, qu'ils aient grandi dans la Grande Plaine de Montréal et qu'ils aient été scolarisés majoritairement en français. Ensuite, on a recueilli des données. Donc, c'était un guide d'entretien semi-dirigé, donc assez libre. C'était sous forme de modules qui traitaient de différents thèmes. Et on a abordé l'enfance, la vie de quartier, la famille, les amis. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des questions qu'on a abordées qui traitaient de la langue. Donc, le thème de la langue était abordé à la fin des entretiens. D'accord? Et on avait toute une série de questions. Ici, j'en ai mis certaines en vert parce que je vais en parler un peu plus, mais on avait toutes sortes de questions sur la langue abordées vers la fin. Par exemple, dans votre quartier, quelles sont les langues qui se parlent? As-tu l'impression que tout le monde parle français de la même façon à Montréal ou s'il y a des différences? Donc, il y avait différents types de questions qui pouvaient donner lieu à l'émergence des représentations des locuteurs. Alors, on va regarder justement ces représentations, d'accord? Donc, pour cette partie-là, on s'intéressera moins à l'usage linguistique, mais davantage à ce que les locuteurs disent de leur parler, d'accord? Par exemple, ici, j'ai illustré Derek, un jeune de 19 ans, qui dit que dans son quartier, dans les rues, il entend souvent le créole, le français, il entend un peu moins d'anglais, il entend beaucoup de créole, aussi un peu d'espagnol. D'accord? Donc, on voit que dans le quartier où il vit, il y a vraiment une diversité culturelle. Alors, on va parler de 4 jeunes, donc Derek, 19 ans, Linda, 18 ans, Fabiola, 18 ans et Anne, 19 ans. Et j'ai choisi un locuteur témoin qui est plus âgé, simplement pour vous donner un point de comparaison. Alors, Wilfrid, qui lui a 54 ans, qui est né en Haïti, qui est arrivé très jeune à Montréal dans les années 60 et qui a un réseau canadien-français et qui ne s'identifie pas nécessairement à la communauté haïtienne de Montréal et qui semble regarder la diversité d'un point de vue externe. D'accord? Donc, lui, on va le garder comme locuteur témoin. Les jeunes, Linda, par exemple, elle a 18 ans, elle est étudiante au cégep, elle est d'origine marocaine du côté paternel et maternel. Elle vit dans le quartier Saint-Michel depuis 10 ans. Son répertoire linguistique, elle déclare qu'elle parle français et anglais et qu'elle se débrouille en arabe. Elle observe que les Maghrébins de son quartier parlent français la plupart du temps et très peu arabe. Et elle note que beaucoup de Montréalais parlent 2 langues, mais elle dit qu'il est rare qu'ils maîtrisent vraiment l'anglais. Ça, c'est vraiment ses représentations du répertoire, son répertoire à elle et ce qui se passe dans son quartier. Maintenant, Derek, lui, il est étudiant au secondaire. Il est d'origine haïtienne du côté maternel et d'origine dominicaine du côté paternel. Il vit avec son père dans le même quartier et sa copine est d'origine haïtienne. Au niveau de son répertoire linguistique, il déclare avoir été en contact avec 4 langues, le créole, le français, l'espagnol et l'anglais, dès l'enfance. Et il dit qu'avec ses amis, il parle français et un peu de créole. Et au niveau du quartier, il observe qu'il entend généralement le français, souvent le créole, de temps en temps l'espagnol et moins d'anglais. Et il dit aussi que plusieurs habitants parlent au moins 2 langues. Mais ici encore, quand il parle de bilinguisme, ce n'est pas nécessairement français-anglais, c'est vraiment français-créole ici dans son cas. Fabiola, 19 ans, étudiante à l'éducation pour adultes, elle est d'origine haïtienne, elle habite avec ses parents dans le quartier. Son répertoire linguistique, elle déclare des compétences en français, en créole haïtien et en anglais.
Elle dit qu'elle parle créole avec la famille, qu'elle a des conversations en français et en créole simultanément. Et quand elle parle des langues dans le quartier, elle liste le français, ensuite l'arabe et le créole à égalité. Mais encore une fois, ce n'est pas l'anglais qui ressort dans ce quartier-là, du moins. Finalement, Anne, elle est d'origine algérienne, kabyle du côté de son père et française d'Algérie du côté maternel. Elle habite aussi avec ses parents et elle déclare des compétences en français et en anglais et un peu d'espagnol. Elle dit qu'elle ne connaît pas l'arabe et exprime un malaise à ne pas pouvoir l'utiliser. Elle dit que sa sœur plus âgée parlait le kabyle lorsqu'ils sont arrivés au Canada et elle observe qu'on mélange souvent l'arabe et le créole haïtien quand on parle français. Finalement, Wilfrid, bon, j'en ai parlé brièvement, origine haïtienne du côté paternel et maternel, arrivé à Montréal en 1963 à l'âge de 3 ans. Lui, il n'a pas grandi dans Ville-Saint-Michel, il a grandi dans un quartier adjacent et il a travaillé comme journaliste et maintenant il vit dans un quartier un peu plus éloigné, le quartier Outremont. Alors, on va l'écouter. Moi, je fais partie de la génération qui, normalement, aurait dû atterrir ici beaucoup plus vieux, à 30 ans, puis avoir un accent beaucoup comme la Laura, puis d'avoir quelques fréquentations haïtiennes, c'est pas mon cas. OK, donc on voit que lui se définit différemment de l'immigration haïtienne qui est arrivée beaucoup plus tard à Montréal. Au niveau de son répertoire individuel, il déclare le français, l'anglais. Il dit qu'il a une base en espagnol et une connaissance passive du créole. Et il attribue son accent très québécois au fait qu'il soit arrivé très jeune à Montréal avant les premières vagues d'immigration. D'accord? Je n'ai pas suffisamment de temps, je ne vous ferai pas entendre celui-là. Ce qui est intéressant chez Wilfrid, c'est qu'il explique dans son discours qu'il pratique une accommodation langagière, une accommodation linguistique, c'est-à-dire qu'il s'adapte selon à qui il parle. Il s'adapte selon l'origine géographique. Il dit, par exemple, quand je parle avec ma sœur en France, je ne parle pas de la même façon que quand je parle avec ma mère. Quand je parle avec ma mère, j'ai un petit accent créole. Et aussi, il parle de l'adaptation selon l'origine sociale. Il dit qu'il peut monter ou descendre son niveau de langage s'il parle à quelqu'un dans son quartier. Les jeunes, maintenant, on va passer un peu plus de temps chez les jeunes. Alors, Fabiola, elle aussi, parle de l'accommodation linguistique. Alors, on va écouter le premier extrait. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde parle français de la même manière à Montréal? C'est pas la même chose. Non, il y a des Français, toujours des gens du français normal. Sinon, ils parlent la même chose. Donc, elle parle du joual et du ce qu'elle appelle le français normal. Et dans le deuxième extrait... Si je me mets à l'aise, je parle comme normal pour moi. Mais si en même temps, je suis au travail, puis je suis même pas à l'école, je suis vraiment au travail ou dans d'autres lieux, et je dois parler français, je parle comme tout le monde aussi. OK. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une opposition de formalité entre ce que ce que Fabiola appelle le français normal et ce qu'elle appelle aussi le français québécois ou le joual, d'accord? Donc, le français normal, ici, ça ne correspond pas au français de France, ça correspond au français, si vous voulez, standard du Québec, donc une norme endogène, d'accord? Qu'elle oppose au vernaculaire québécois, et elle utilise les termes français québécois ou joual, d'accord? Donc, c'est l'opposition classique de formalité. Si on écoute d'autres extraits, par exemple, sur la diversité linguistique, je vais vous faire écouter Linda, d'accord? Elle amène d'autres éléments. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde parle français de la même façon à Montréal? C'est quoi les différences qu'ils font? Français normal. Français québécois. Le français bleu. Français
C'est pas long, c'est même avec des petits mots. Bon, on a eu le son avant d'avoir le texte. Donc ici, c'est Derek. Je crois que j'ai raté la précédente. Alors, Derek nous dit, on parle le français normal, le français québécois, mais il ajoute aussi, on a le français de rue, on a le français ghetto. Donc, il ajoute une autre dimension à son exposé. Et ce que je voulais vous montrer tout à l'heure pour Linda, c'était la même chose. Elle disait qu'au secondaire, par exemple, on a tout un slang, un langage qui est complètement différent. D'accord? Donc, chez ces jeunes-là, ce qu'on voit, c'est, à ce qu'il semble, une diversification des représentations du vernaculaire. Donc, ils voient, bien sûr, ce qu'ils appellent le français normal, qui est le français qu'on leur apprend à l'école, le français de référence, mais ils semblent, en particulier chez les jeunes, faire une distinction entre ce qu'ils appellent le français québécois ou le joual, donc un vernaculaire plus traditionnel, d'accord, qui a été décrit dans les études anciennes sur le français québécois. Mais les jeunes parlent beaucoup de langue mixte, langue de rue, langue de ghetto, slang des jeunes. Donc, ce qu'il semble dire, c'est qu'il existe dans les pratiques un vernaculaire émergent et que ce vernaculaire émergent-là est distinct dans leur représentation du vernaculaire traditionnel. D'accord? Donc, bien sûr, il reste à faire une étude des pratiques langagières. D'accord? Ici, c'est surtout leur représentation et c'est assez étanche, ce qu'ils considèrent comme le français québécois et le joual et la langue mixte ou la langue de rue. Mais il se peut que lorsqu'on arrive à étudier les pratiques, on voit que dans le vernaculaire émergent, il y a aussi des traits du français populaire. D'accord? Donc ça, ce sera des choses à évaluer un peu plus en détail quand on sera plus avancé dans la recherche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des représentations, chez les jeunes, on a cette idée de vernaculaire émergent. Anne, c'était une des jeunes filles d'origine maghrébine. Elle aussi renvoie aux mêmes éléments. Elle dit, bon, chez les jeunes, il y a beaucoup de mots en arabe et en français. Il y a beaucoup d'Haïtiens et les Arabes volent des mots aux Haïtiens et vice-versa. D'accord? Donc, il y a une espèce d'échange. Donc, ce n'est pas uniquement les jeunes d'origine maghrébine qui utiliseraient certains mots d'arabe, mais ces mots-là circuleraient dans le réseau. De la même manière, les mots haïtiens, de créole haïtien pourraient circuler. Et elle dit en bas, ici à la fin, ah oui, dans une phrase, il peut y avoir des mots de trois langues en même temps. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc, on a l'impression que dans les représentations de cette jeune femme, il y a cette idée de la circulation des formes à l'intérieur d'un réseau. D'accord? Donc, on a vu les choses pour quelques participants, donc nos 4 jeunes et Wilfrid. On voit que chez ces gens-là, le répertoire langagier peut être différent, mais au niveau de leur représentation, il y a quand même des points communs. Je vais passer rapidement. Donc, synthèse. Le discours des locuteurs rend compte de la diversité du français à Montréal, que ce soit en fonction de l'origine sociale, de l'origine culturelle ou de l'âge. Et chez les jeunes, on a l'impression, quand on analyse le discours, que la composante culturelle semble jouer un rôle important, c'est-à-dire que la diversité des pratiques semble suggérer l'émergence d'une nouvelle variété de vernaculaire. Donc, les jeunes se représentent leur façon de parler comme quelque chose de novateur, quelque chose d'émergent. Et l'analyse de leur discours fait émerger une vision complexe de Montréal. Alors, plutôt que de voir Montréal sous le prisme traditionnel des études sociolinguistiques où on regardait la classe sociale, le genre, l'âge, je pense qu'il faut ouvrir les perspectives et travailler davantage à comprendre ce qui se passe dans les micro-réseaux des locuteurs, micro-réseaux à travers lesquels les locuteurs forgent leur identité et micro-réseaux dans lesquels les locuteurs évoluent.
Alors, en conclusion, je pense qu'il faut dépasser les analyses qui ne tenaient compte que des catégories sociologiques traditionnelles. Ça ne veut pas dire de les mettre complètement de côté. Elles sont toujours utiles, mais je pense qu'il faut maintenant inclure l'ethnicité parmi les facteurs sociaux. Il faut porter une attention particulière au réseau et comprendre que les variantes sociolinguistiques acquièrent un sens social et une valeur qui ne peut s'interpréter qu'en contexte. D'accord? Donc, je pense aussi qu'il faut tenir compte des trajectoires de vie lorsqu'on décrit l'usage, qu'on doit tenir compte aussi du développement des identités linguistiques et du développement du vernaculaire, et que si on veut continuer à documenter le français montréalais, ou même le français québécois de manière plus large, il faut nécessairement qu'on prenne en compte et qu'on inclue des gens dont le parler n'était pas décrit dans les enquêtes antérieures et qu'on examine le rôle et la contribution des communautés culturelles dans la dynamique du changement linguistique. Alors, merci de votre attention. Merci Hélène. Donc, période des questions, on a du temps et comme je vous l'ai dit, parlez vraiment bien dans le micro et fort. Donc, voilà, on commence. Bonjour, mon nom est Caroline. J'ai une question, évidemment. En fait, là, pour comme introduire ma question, Côte-des-Neiges, si j'ai bien compris, c'est un endroit, un quartier de Montréal qui a beaucoup d'immigrants. J'imagine qu'il y a aussi des francophones, des Québécois dans cet endroit-là. Je connais vraiment pas Montréal. Moi, je viens de la Gaspésie. Montréal, pour moi, c'est loin. Si on faisait le même type d'études, mais là, cette fois-ci, chez les Québécois francophones, pour évaluer un peu leur idée de, quelles langues qui sont parlées ou quoi que ce soit, je suis pas mal consciente que les réalités sont différentes peut-être d'une personne à une autre, mais est-ce qu'on aurait les mêmes résultats, selon vous? Je veux dire, si la personne parle français et anglais, est-ce qu'elle va être capable de détecter, peut-être c'est pas une affaire d'être capable ou non, mais en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je comprends très bien. C'est une très bonne question. Je ne suis pas certaine de comprendre ma question, Et moi. Non, mais c'est entre autres pour ça qu'on a choisi 2 quartiers différenciés. On s'est dit, on va regarder Montréal, mais bon, vous savez maintenant que pour faire de la recherche, il faut demander des budgets, puis les budgets sont plus ou moins gros. D'accord? Donc, on ne pouvait pas faire une grande étude comme Sankoff et Cedergren avaient fait dans les années 70. On était plus limité, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur 2 quartiers. Et on va travailler dans la zone francophone parce que, on travaille sur le français, mais il y aurait plein de choses à faire intéressantes dans le West Island à Montréal. Si quelqu'un veut faire une thèse de doctorat, vous m'écrivez, d'accord? Donc, on a choisi de travailler dans l'Est et on a choisi Hochelaga, qui est un quartier traditionnellement plus francophone, où il y a de l'immigration. C'est pas totalement homogène, mais c'est plus homogène. Et on avait aussi Ville-Saint-Michel, le quartier dont j'ai parlé, plus au nord, qui est assez mixte au plan culturel, mais qui n'est pas aussi mixte que Côte-des-Neiges. Parce qu'à Côte-des-Neiges, on se disait, ça aussi, ça serait intéressant. On aurait voulu tout faire. On aurait voulu faire tous les quartiers, mais Côte-des-Neiges, ça posait d'autres problématiques parce qu'il y avait tellement de diversité que c'était plus difficile d'échantillonner. Donc, on a simplement mis ça de côté pour plus tard. D'accord? Donc, on travaille sur ces 2 quartiers-là. Et les questions que j'ai abordées ici, en illustrant les représentations de ces jeunes qui se rattachent à l'immigration, on a posé les mêmes questions à tout le monde. Donc, dans Hochelaga-Maisonneuve, on a aussi les mêmes entretiens avec les mêmes questions, avec des locuteurs qui sont peut-être moins en contact avec d'autres langues. D'accord? Et probablement, la question que vous posez est juste. Je pense que la perception qu'on a ou les représentations qu'on se fait des pratiques langagières, elles sont vraiment liées à notre réseau social. Donc, quelqu'un, par exemple, qui interagirait moins avec des gens d'origine culturelle diverse
verrait probablement qu'à Montréal, oui, il y a toutes sortes de langues, mais ne l'auraient pas nécessairement intégré dans leur propre réseau, ce qui pourrait donner des représentations différentes. Bonjour, mon nom est Frédéric. En fait, j'ai deux questions qui concernent plus la première partie de votre présentation, donc sur l'ethnicité. Et je me demandais, en fait, quand vous avez interrogé les juges de l'UQAM, est-ce qu'il y avait un choix de réponse pour identifier l'origine des locuteurs qu'ils entendaient ou c'était vraiment une réponse libre? C'était libre. Attends, je vais ressortir de ma présentation. Je crois que j'avais une diapo avec les questions. Quand on a fait ce test-là, c'était vraiment exploratoire. Parce qu'on se disait, bon, il y a des choses dans le corpus de Feaster qui étaient saillantes pour nous ou non saillantes, puis on voulait voir comment les gens percevaient ça. Donc, ce qu'ils avaient à faire, ils entendaient 18 extraits. Ah, pardon. Moi, je le vois. On leur disait, vous allez entendre 18 extraits de francophones montréalais en matière de goût cinématographique. Pour chacun des extraits, tentez de déterminer si les parents de l'individu sont des Québécois francophones. Il y en a 11 qui ont au moins un parent qui ne provient pas du Québec, dont 3 qui proviennent de pays francophones. Donc, on leur donnait une espèce de contexte. On leur disait 2 d'entre eux ont immigré au Québec avec leurs parents avant l'âge de 10 ans, 2 ou 3 se considèrent comme anglophones. Donc, pour chaque individu, qui, selon vous, n'est pas d'origine québécoise et quelle est son origine? D'accord? Donc, on leur donnait certaines pistes, mais ce n'était pas un choix de réponse A, B, C, D, E, aucune de ces réponses. D'accord, merci. Et à ce moment-là, j'imagine que vous ne demandiez pas non plus de justification par rapport aux réponses qui sont données? Ouverte, où les gens pouvaient expliquer. Mais ce qui était intéressant dans ce test-là, c'est qu'en général, les gens ont réussi très bien à identifier ceux qui étaient d'origine québécoise traditionnelle, ou si vous voulez, québécois pur laine, même si on emploie moins ce terme-là. En général, ils ont été assez bons pour dire ce sont des néo-québécois, mais quand on leur demandait d'où ils venaient, là, ça allait dans tous les sens. Il n'y avait pas de corrélation, sauf peut-être pour une Laotienne qui avait été identifiée comme ayant peut-être des traits asiatiques, mais c'est la seule sur le groupe. Donc, ce que ça montre, c'est que les gens reconnaissent bien, je pense, les traits du français québécois, sont sensibles à des différences, mais de là à associer la différence à une ethnicité particulière, c'est difficile. Même pour des chercheurs, même pour nous, c'est difficile. Mais pour nous, c'était intéressant de voir, par exemple, pourquoi les locuteurs ont considéré Alicia anglophone ou pourquoi David a été considéré maghrébin, alors que si on regarde leur histoire familiale, ça ne fait pas partie des informations qu'on a. Si on regarde leur réseau, par contre, si on regarde dans quel contexte ils évoluent, là, on a des éléments de réponse. Merci. Bonjour, je suis Joanie. Là, je vais juste être certaine. Vous avez dit que vous aviez fait, en fait, je parle de la deuxième partie de votre présentation. Vous aviez posé les mêmes questions dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est bien ça. Est-ce qu'il y avait une distinction? Parce que Hochelaga-Maisonneuve, justement, c'est vraiment un endroit où il y a des classes sociales différentes. Tu as les jeunes professionnels, puis tu as vraiment des familles qui sont beaucoup plus défavorisées. Est-ce que dans les réponses, il y avait aussi Est-ce que c'était homogène comme réponse ou il y avait vraiment une partie plus hétérogène par rapport justement à leur classe sociale d'origine? Est-ce que c'est clair? OK. En fait, quand on a sélectionné nos quartiers, je ne sais pas où est-ce que c'est. Non, c'est pas là. Quand on a sélectionné nos quartiers, c'était cette dimension-là qui nous intéressait. On se disait que Hochelaga-Maisonneuve, c'est un quartier qui est traditionnellement ouvrier, qui a subi... Bon, dans les années 60, c'était un quartier quartier ouvrier, mais prospère, parce que les gens avaient des emplois dans les manufactures, dans les usines du quartier.
Ensuite, il y a eu une désindustrialisation à Montréal, donc ce quartier-là s'est considérablement appauvri. Donc, il y a eu, si vous voulez, une paupérisation des gens, beaucoup de gens sur l'aide sociale à une certaine époque. Et ensuite, bon, comme les appartements étaient moins chers, tout ça, il y a eu une gentrification, donc des jeunes professionnels, comme vous dites, qui sont arrivés, qui voulaient s'acheter des maisons, qui se sont installés, des jeunes avocats, des professionnels. Et là, ça donne ce quartier-là est beaucoup plus diversifié socialement. Et quand on regarde, et là, bon, on est au début de l'étude, mais quand on regarde les usages linguistiques, on voit des différences selon les réseaux. Et les représentations, bon, on n'a pas encore fait l'analyse des réponses aux questions sur la langue dans ce quartier-là, mais j'imagine qu'on va voir la même chose. Oui. Peut-être une autre petite question, toujours avec Hochelaga Maisonneuve, en fait. Est-ce que vous y allez vraiment, quand vous faites le quartier, le faites-vous au complet, dans le sens, moi, j'ai habité à Montréal, je vois une distinction franche entre la rue Ontario du côté ouest de P9 et la rue Sainte-Catherine du côté est de P9. On dirait qu'il y a vraiment j'ai eu l'impression, pour avoir travaillé à des ventes trottoirs des deux côtés de P9, que c'est deux mondes différents, même si on est dans le même quartier. Puis là, je me demandais si vraiment vous alliez voir à travers tout le quartier, puis si on allait... C'est ça, tout le quartier. Point d'interrogation. OK, excellente question aussi. Quand on a choisi notre quartier, on a travaillé avec des historiens parce que dans notre projet, le français à la mesure d'un continent, c'est multidisciplinaire. Donc, il y a des linguistes, des géographes, des historiens. Et les historiens nous disaient il faut qu'un des quartiers soit un quartier avec une profondeur historique. Donc, on a choisi Hochelaga pour ça. Et Paul-André Linteau, qui est un des historiens qui a énormément publié sur Montréal, au début du projet, il nous a amenés dans Hochelaga Maisonneuve. On a fait une visite du quartier et il nous a montré, en fait, moi, j'avais l'impression qu'Hochelaga Maisonneuve, c'était traditionnellement ouvrier. J'avais une vision un peu monolithique de ce quartier-là. Mais en faisant la visite avec lui, j'ai vu qu'il y avait une grande diversité sociale. Par exemple, on dit Hochelaga Maisonneuve, mais Maisonneuve avait un statut très différent d'Hochelaga. Puis, il nous expliquait, par exemple, Viauville, donc beaucoup de nuances au niveau même du quartier. Et en fait, je pense que ce qu'on va trouver, surtout si on travaille avec cette approche de micro-réseaux, réseaux sociaux, je pense qu'il faut documenter les pratiques langagières, pas uniquement à l'échelle de la métropole, si vous voulez, à l'échelle macro, mais regarder vraiment ce qui se passe au niveau micro-sociologique. Donc, comment les gens décrivent leurs interactions avec les autres. Parce que même parfois, s'ils vivent dans un même quartier, ça ne veut pas dire que ces gens-là vont se parler les uns les autres. D'accord? Donc, il reste beaucoup de pain sur la planche, sur ce terrain-là. Très intéressant. OK, merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Samuel. Ça fait plaisir de ne plus être le seul anthropologue de formation dans la salle, comme d'habitude. C'était pas ça ma question. Je me demande comment tout cela, parce que c'est... ma famille, c'est des anglophones de Montréal, puis à chaque fois que je rentre là, il me parle du fait que les quartiers, qu'on entend l'anglais ou le français ou d'autres langues, parfois là où il y a une dizaine, vingtaine d'années, historiquement parlant, on s'attendait à attendre autant d'anglais outre-Mont, autant de français à Westmount, des choses comme ça, pour citer ces exemples-là. Je me demande, est-ce que, ça serait peut-être intéressant, ça serait peut-être notre projet de comparer, je sais pas, Saint-Michel avec, je sais pas, Saint-Léonard ou Outremont, ou bref, de voir comment, avec la perspective historique dont vous venez de parler, comment est-ce que si les quartiers ont changé, comment est-ce que le portrait qu'on dresse
a évolué avec le fil du temps. Vous avez dit que vous avez interrogé les personnes qui étaient là dans ce quartier-là depuis un certain temps. Ça serait peut-être quelque chose de complémentaire, mais je ne sais pas si vous l'avez abordé dans l'étude, mais pas dans la présentation. Juste une question, pas un reproche, loin de là, juste, je serais curieux. Oui, ben, c'est-à-dire que les anciens corpus qu'on a, les corpus des années 70, 80, nous donnent une matière première pour regarder ce qui s'est passé à travers le temps. D'accord? Donc, parce que, par exemple, dans le corpus de 1971, il y avait des questions sur la langue. Okay? Et à ce moment-là, dans les années 70, le gros des réponses, c'était autour du débat sur le joual. C'était le thème des années 70. Dans les années 84, il y a eu aussi des questions sur la langue. Et là, les gens parlaient de la loi 101, des effets de la loi 101. C'était relativement peu de temps après la loi 101. Donc, on voit que si vous voulez, les phénomènes sociologiques de chacune des époques influencent aussi les représentations sociales qu'on se fait des pratiques langagières. D'accord? De nos jours, on entend beaucoup parler de migration, tout ça. Donc, on peut dire que c'est cet aspect-là de contact, non seulement parce que traditionnellement, Montréal a toujours été une ville de contact entre les Amérindiens et les francophones, ensuite contact entre les francophones, les anglophones. Et là, bon, il y a eu énormément de vagues d'immigration à Montréal. Donc, ça a toujours été une ville de contact. Et c'est vrai qu'on pourrait tracer l'évolution. C'est une belle étude pour des anthropologues aussi, ça.